Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps quand même, ça fait quelques jours, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour cette donc toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Aujourd'hui, vidéo coup d'œil d'un de mes jeux coup de cœur de ces dernières semaines. Coup de cœur aussi de nombreux joueurs que j'ai pu voir passer sur les réseaux. Un jeu de programmation avec de l'interaction. C'est assez rare quand même pour le souligner. Et c'est pour ça aussi que je l'apprécie énormément. Dans une ambiance post-apocalyptique. En tout cas, on va essayer de repeupler cette terre déchue qu'on aurait un peu trop exploitée. Aujourd'hui, on va parler des Tribus du Vent. Les Tribus du Vent est un jeu donc de programmation de 2 à 5 joueurs, c'est assez appréciable, à partir de 14 ans pour environ 20 minutes par joueur. Les Tribus du Vent nous met dans une ambiance, comme je vous disais, post-apocalyptique, car après des siècles d'exploitation de la nature, l'humanité a provoqué l'apparition d'une nouvelle forme de pollution qui s'est étendue sur la planète entière en détruisant toute forme de vie sur son passage. Survivant dans une petite zone forestière encore épargnée par ce fléau, des groupes d'hommes et de femmes se sont réfugiés dans des cités construites sur les cimes des arbres. On les appelle les Tribus du Vent, car ils se déplacent en volant et pour éviter ainsi tout contact avec cette pollution nouvelle. Dans ce jeu, on va incarner un guild qui utilise la magie des éléments pour lutter contre la pollution. Il faudra faire croître des forêts, établir des nouvelles cités sur leurs cimes et en tout cas tenter d'assurer un nouveau futur à l'humanité. Rien que ça. Petit tour au niveau de la mise en place qui est quand même assez conséquente, soyez concentrés. Déjà, on place le jeton fin de partie sur la table qui soit accessible à tous car c'est une course dans ce jeu et le premier qui le récupérera aura des points de victoire supplémentaires. On va placer des jetons eau et des jetons pollution accessibles ici aussi à tout le monde, ça sera la réserve générale. On va mélanger les cartes éléments, former une pioche et on va la placer face cachée au centre de la table. On peut maintenant prendre les 4 premières cartes du dessus de la pioche, les placer à côté, toujours face cachée. Cela va constituer la rivière des cartes éléments. On va faire exactement la même chose en constituant une rivière de cartes village cette fois-ci, mais en mettant les cartes visibles dans la rivière. Attention. On va constituer la pioche et la rivière de tuiles-forêt de la même manière à nouveau, en laissant les faces forêt visibles, c'est-à-dire qui montreront les emplacements voltigeurs avec ce petit logo blanc. L'autre face de la tuile est appelée la face village. Et ici, comme c'est le cas dans ce genre de jeu, eh bien les tuiles qu'on devra sélectionner seront en fonction du nombre de joueurs. Donc restez attentifs aux tuiles et au nombre de joueurs qui seraient inscrits dessus. Ça, c'était pour la mise en place générale. Maintenant, on va s'intéresser à son plateau personnel. Si je ne l'ai pas déjà dit, eh bien le jeu est totalement asymétrique et donc chaque joueur va pouvoir choisir un plateau joueur différent des autres. On prendra les 4 cartes guild qui correspondent aux personnages qu'on vient de sélectionner en les gardant disponibles à côté de nous. On pourra les emprunter à un moment de la partie, on va voir ça tout à l'heure. Chacun va prendre 7 pions voltigeurs et les placer dans la zone capitale tout en haut à gauche de notre plateau. On va prendre les 5 pions village et les placer sur leur remplacement respectif en haut de notre plateau. On prend 16 jetons pollution et on va les placer dans la zone de terrain de chaque plateau en respectant la quantité qui serait indiquée sur chacune des cases. D'autres pions encore, cette fois-ci ce sont les temples, il y en a 4. On va les placer sur leur remplacement respectif dans la zone de temple tout à gauche du plateau. Et là c'est fourni dans le jeu, c'est quand même super cool. On va prendre un support de cartes pour y intégrer en piochant, au hasard donc, 5 cartes éléments du dessus de la pioche. On va les placer face donc visible pour nous, mais face non visible, face cachée pour les adversaires. Et c'est là aussi que le jeu est malin parce que il va pas pouvoir connaître la capacité de notre carte, mais connaître l'élément et donc peut-être la fonction globale, on va dire, de cette carte. Et c'est là tout l'intérêt du jeu, restez concentrés. On désigne au hasard la personne qui va jouer en premier et en commençant par celui-ci, on va distribuer, attention, les tuiles de départ, c'est-à-dire avec un symbole en forme de drapeau dans l'ordre horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. On place cette tuile, face coloris visible, sur la case avec un drapeau de notre zone de terrain, c'est le début de notre périple. Et en fonction de cette tuile, donc elle va être différente en fonction de l'ordre des personnages, eh bien il y a certaines choses qu'on va gagner, certaines choses qu'on va pouvoir éliminer directement de notre jeu.
Ainsi, on nous demandera peut-être de retirer tant de jetons de pollution n'importe où sur notre terrain, de récupérer un certain nombre de jetons eau et de les placer dans notre réserve personnelle, voire même de déplacer certains de nos voltigeurs de notre capitale de départ vers cette tuile de départ. Il est maintenant temps de piocher une carte village du dessus de la pioche. On va la glisser sous le côté gauche de notre plateau et cela va nous donner une première orientation, on peut dire, un premier objectif pour le début de cette partie. Pfiou, c'est bon, voilà, la mise en place est terminée. Comment va se dérouler la partie ? Le jeu va se jouer en plusieurs manches mais qui ne sera pas défini car, comme je vous le disais, c'est une course. Et ainsi, cette course va prendre fin. En tout cas, il y aura un petit twist, il y aura un tour de jeu encore à faire. La fin de la partie sera déclenchée quand un joueur aura placé dans son terrain le cinquième jeton village. Et ainsi, lui va récupérer la tuile bonus de fin de partie, mais tout le monde pourra jouer un dernier tour, on va voir ça tout à l'heure. Mais quand ça va être à notre tour de jouer, eh bien on aura deux choses à faire. La première, c'est de choisir une des 3 actions à notre disposition. Et la deuxième sera de compléter notre main de cartes pour qu'il y en ait toujours 5 dans notre support. Les 3 actions qu'on pourrait faire, la première c'est jouer une carte de notre support, de notre main, une parmi les 5. La deuxième serait de placer un temple avec une certaine condition à respecter. Et la troisième, eh bien c'est là l'objectif et la course du jeu, ça serait de placer directement un village dans notre terrain. Voyons tout de suite comment jouer une carte car c'est le principal gameplay du jeu. Cette action est la plus récurrente, la plus fréquente du jeu. Elle nous permet de réaliser des effets grâce aux éléments présents dans notre main, mais aussi sur les cartes des adversaires. Et quand vous jouerez à 2, il faudra se comparer à son adversaire par rapport aussi à la rivière qu'on aurait disposée pendant la mise en place. Pour ce faire, il faudra regarder le dos des cartes de nos voisins pour connaître leurs éléments. Et c'est là que le jeu est extrêmement malin. On ne connaît pas l'action précise, mais on connaît l'élément. Les cartes éléments proposent entre 1 ou 2 lignes de symboles. Le symbole de gauche va représenter la condition à remplir pour jouer cette carte. C'est-à-dire que par exemple ici, il me faudrait tant d'éléments pour pouvoir activer cette carte, et les symboles de droite représentent l'effet de la carte une fois qu'on va la jouer. Si la carte propose 2 lignes, et ça sera souvent le cas, on pourra remplir soit la condition de la première ligne, soit la condition de la deuxième, qui est généralement plus généreuse en effet. La liste des éléments et des conditions est détaillée dans les règles du jeu, je vous laisserai vous y référer quand vous aurez le jeu entre les mains. Mais pour rester global, en gros, ça nous demandera soit d'être majoritaire dans un élément par rapport aux adversaires pour décupler son effet, soit de posséder soi-même un certain nombre de cartes de couleurs, des fois la ribambelle des 4 éléments, ou alors un élément bien défini en un certain nombre pour décupler son effet, ou alors, des fois, c'est tout simplement, il faudrait que les adversaires possèdent un élément. Et là, ça serait peut-être un peu plus facile. Quoique, il faudra bien scruter la pioche, savoir ce qui potentiellement pourrait arriver, et peut-être inciter aussi les joueurs à piocher telle ou telle carte. Ces effets nous permettront, tout comme dans la mise en place de départ, d'éliminer un certain nombre de pions de pollution, de glaner et de gagner un certain nombre de jetons hauts, ces jetons hauts qui nous permettront aussi et surtout de créer des cartes de forêt en fonction du coût, et ce coût serait dépendant donc des cartes que vous jouerez. Donc oui, tout est intriqué. Et c'est là qu'on peut vraiment parler d'un jeu de programmation. Et sans oublier aussi qu'on pourrait déplacer un certain nombre de voltigeurs d'une case pour chacun des chiffres qui seraient représentés sur la carte. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les cartes avec l'élément eau nous feraient gagner de l'eau, globalement. Les cartes feu nous permettraient d'éliminer un petit peu de pollution. Les cartes vertes de forêt nous permettraient de bâtir des forêts. Et les cartes jaunes, elles, nous permettraient, avec l'élément de l'air, d'envoyer nos voltigeurs découvrir un petit peu de nouveaux endroits et peut-être par la suite de construire les villages. Et bien justement, comment on construit un village ? Je vous le rappelle, attention, les villages ne se construisent pas de manière automatique, c'est une action à part entière, c'est une action parmi les 3 qu'il faudra choisir au début de votre tour. Waouh, il y a du soleil qui arrive, c'est magnifique. Les symboles qu'on peut voir ici sur une tuile de forêt est un emplacement de voltigeurs. Chaque tuile forêt va en présenter entre 2 et 4. Eh bien, si chacun des emplacements d'une tuile forêt est occupé par un voltigeur, on pourra décider de faire l'action construire un village
pour retourner cette tuile sur sa face village. Et attention, on ne pourra construire qu'un seul village par tour. On va retirer les pions voltigeurs de ces emplacements, les replacer dans notre capitale, à moins qu'il y ait des petits bonus sur ces tuiles qui nous permettraient peut-être de catapulter un de ces voltigeurs-là sur une tuile de notre choix. Sinon, tous les autres voltigeurs, hop, ils retournent à la capitale. Construire, c'est bien, et ça génère de la pollution. Eh bien, on va devoir générer de la pollution sur chacune des cases terrain adjacentes orthogonalement au nouveau village qui ne contiendrait pas de tuiles. C'est-à-dire que s'il y avait déjà une tuile de forêt ou de village qui serait déjà construit, eh bien, on ne mettrait pas de jetons de pollution. Mais sinon, on devra placer un jeton pollution par case autour, en tout cas de manière orthogonale et pas en diagonale. Cela sera rappelé par l'icône avec le plus pollution sur la tuile. Et c'est d'ailleurs ça que j'apprécie énormément dans ce jeu, on y reviendra dans mon avis à la fin, c'est que quand vous connaissez les règles un petit peu du jeu, eh bien toute l'iconographie et la pictographie est logique, il n'y a rien à lire dans ce jeu, tout le monde pourra très facilement comprendre où le jeu veut en venir et comment utiliser tel ou tel effet. En fonction de la construction, il y aura, comme je vous disais, certains petits bonus. Je vous ai parlé de la catapulte, mais il y aurait d'autres bonus. C'est là que la sélection de la tuile forêt de son achat sera quand même assez importante. Une tuile pourrait comporter une éolienne et on ne placera pas de jetons de pollution lors de la construction de ce village. Et on peut remarquer que la tuile, eh bien, comme je vous le disais, l'iconographie est plutôt bien faite. Elle ne contient pas l'icône pollution avec le plus à l'intérieur. Et il y a un autre type de bonus qui sont les voltipores. Cela n'a pas d'influence immédiatement lors de la construction de ce village, mais cependant, lors de nos prochains déplacements de voltigeurs, on pourra déplacer ces voltigeurs de notre capitale vers n'importe quel village comportant ce symbole. Ça serait une sorte de raccourci plutôt que de les placer un à un en fonction de la capacité de déplacement qu'on aurait gagné. Petite précision, justement par rapport aux endroits où on pourrait déposer les tuiles de forêt, bien sûr, quand vous déciderez de dépenser de l'eau pour acheter donc des tuiles de forêt, on pourra les placer uniquement adjacentes à une autre tuile déjà déposée dans notre terrain, et ce toujours de manière orthogonale là aussi. La troisième action, et c'est relativement la plus simple, c'est de placer un pion temple. Rappelez-vous, c'est ce qu'on pouvait retrouver tout à gauche de notre plateau personnel. Comme c'est bien indiqué sur le plateau, il nous faudra nous défausser de 3 cartes éléments de notre main, sans forcément remplir de conditions et bien sûr sans bénéficier de leur effet, pour placer un des 4 temples de notre plateau. Cela pourrait s'avérer utile si toutes les conditions de nos cartes sont plutôt difficiles à remporter, voire impossibles. Ça serait une sorte d'action par défaut pour refaire sa main et pouvoir repartir ainsi sur de bons rails pour la manche suivante. On va choisir un temple de notre zone de plateau. On pourra les construire bien sûr dans n'importe quel ordre. On va le placer sur une tuile de notre zone de terrain qui n'a pas encore de pion temple, car on ne pourra jamais placer 2 pions temple sur une même tuile. Attention parfois à l'endroit où on placera ce temple, car il y a certaines conditions, certains objectifs que des cartes villages pourraient nous amener, qui nous demanderaient de sélectionner des endroits spécifiques pour gagner des points de victoire. Attention. Et selon le temple qu'on aurait choisi, on va bénéficier immédiatement d'un effet dont la puissance dépend de notre plateau joueur. C'est là aussi toute la symétrie. Il y aura les pouvoirs des guildes qu'on va voir juste après, mais les capacités que la défausse de 3 cartes nous donnerait, que ce soit dans la récupération de l'eau, dans le déplacement de voltigeurs, dans le fait de défausser de la pollution ou de construire une carte forêt, eh bien ça ne sera pas du tout le même coup en fonction des personnages. Donc ouais, la symétrie, elle est quand même assez poussée et ça c'est plutôt plaisant aussi. Je vous parlais justement des cartes villages, les cartes qui nous donneraient des objectifs et dont on est obligé, une carte sur le côté gauche pour un objectif de départ. Eh bien sachez que lorsque vous allez construire un de vos 5 villages, donc à 5 reprises au maximum, eh bien vous allez pouvoir sélectionner une des cartes présentes dans la rivière, soit une carte au hasard de la pioche aussi, et pouvoir choisir soit sur la partie droite avec le point d'exclamation, sa capacité, son pouvoir, ses points, peu importe ce qu'il y aurait marqué, que vous devrez utiliser immédiatement,
soit la placer comme la première sur le côté étoile et la glisser sous le plateau sur son côté gauche pour tenter de réussir, de gagner des points de victoire qui seront acquis généralement en fin de partie. Les objectifs que ça nous propose sont vraiment divers et variés. Ça nous demanderait d'avoir un certain nombre de tuiles forêts dans un certain endroit de notre plateau, d'avoir des pions villages positionnés exactement dans des endroits spécifiques. Pareil pour les pions temples qui devraient être juste ici et ici pour gagner des points de victoire. Ça pourrait nous demander d'avoir des tuiles forêts identiques en ligne, en colonne ou même parfois en diagonale, ou selon une certaine configuration à la Tetris. Bref, tous les objectifs sont différents et ça met énormément de renouveau et de rejouabilité dans ce jeu. Une fois que tout ça est fait, vous aurez choisi une des 3 actions. Comme je vous le disais, on complète sa main, soit en sélectionnant dans la rivière principale, soit en prenant au niveau de la pioche. De toute façon, elles sont toutes face cachée. On ne voit pas l'action, on ne découvrira l'action que quand on aura la carte en main. On la sélectionne pour compléter notre main à 5. Et puis, c'est au joueur suivant de faire la même chose. Le jeu propose une asymétrie certaine et en commençant par le personnage qu'on aurait choisi en début de partie. Et bien vous voyez ce petit logo là, c'est pour ne pas oublier que chaque personnage a des cartes guild, souvenez-vous pendant la mise en place. Ces cartes guild, on pourra en récupérer seulement 2 sur les 4 qu'on aurait en début de partie. Et là aussi, encore une fois, il y a de la rejouabilité parce que les cartes que vous aurez, ça sera en fonction... que vous choisirez en tout cas, ça sera en fonction de l'avancée de votre jeu, ou peut-être même, parfois, vous choisirez de ne pas dépenser d'action pour faire ça. Bref, ça sera à vous de voir. Eh bien, les 2 conditions, en tout cas, pour réussir à gagner ces cartes guild, elles sont représentées juste ici. La première, elle est totalement dépendante du personnage que vous aurez. Donc par exemple, ici, ce personnage me demande d'avoir une configuration spécifique de tuiles forêt dans mon terrain, c'est-à-dire d'avoir une sorte de diagonale. Hop, voilà. Et la deuxième, elle sera commune à tout le monde, mais avec une configuration de couleurs à chaque fois différente. C'est de faire une sorte de ribambelle de forêt avec des couleurs bien spécifiquement indiquées. Et quand on l'aura fait, on pourra donc sélectionner immédiatement une de nos 2 cartes guild, une de nos 4 cartes guild pour pouvoir les utiliser par la suite et ainsi nous procurer des combos, du plaisir et beaucoup plus d'action et tout ça en tout cas pour essayer d'arriver à être le premier à positionner notre 5e temple sur notre terrain. Car souvenez-vous, quand on a positionné son 5e village, eh bien on déclenche la fin de la partie. Celui qui l'a déclenché récupère le jeton fin de partie, il gagne des points de victoire bonus immédiatement, mais on va le voir dans ma critique à la fin, c'est pas forcément celui qui déclenche la fin de partie qui va la gagner, car on devra bien sûr finir le tour de table en fonction de celui qui aurait commencé, celui qui avait la tuile de premier joueur face à lui, on remonte jusqu'à lui, et on fait un dernier tour. Comme ça, les frustrations, elles essayent d'être minimisées, et en tout cas, ça laisse l'opportunité aussi à tout le monde, peut-être, de faire la dernière action qui pourra peut-être tout renverser. Et quand la partie est finie, c'est le moment du décompte des points. Et là aussi, c'est super bien fait, il y a tout qui est marqué juste ici, donc on va les voir ensemble, pas à pas. La première, tout à gauche, eh bien, ça sera les points de victoire qu'on aurait gagnés en fonction de nos objectifs qu'on aurait positionnés sur le côté gauche de notre plateau personnel. Le deuxième, c'est celui qui aurait mis fin à la partie, va gagner 5 points supplémentaires. On gagnera 3 points pour chacun des villages qu'on aurait positionnés. On gagnera 7 points ou 3 points selon qu'on aurait placé respectivement 4 et 3 temples dans notre jeu. On gagnera d'autant plus de points, c'est-à-dire 3, 7 ou 12, selon qu'on aurait placé 7, 8 ou 9 tuiles forêt ou plus dans notre terrain. Et on gagnera toujours plus de points, là aussi, vous aurez compris j'imagine, en fonction du nombre de cases sans jetons de pollution sur notre terrain. On fait le cumul de tout ça, et bien sûr, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et en cas d'égalité, c'est celui qui aurait le plus de jetons hauts qui gagnera la partie. Et en cas d'égalité à nouveau, eh bien vous partagez la victoire. Bravo à tous les 2. Ou à tous les 3. Ou à tous les 4. Mon avis sur les tribus du vent est quasi unanime vis-à-vis des avis aussi des autres joueurs. Ce jeu est excellent. Un jeu de programmation avec énormément de rejouabilité, du renouveau en fonction, même si on prendrait le même personnage, avec une interaction qui n'est pas extrêmement forte, mais qui est quand même présente,
où nos actions et nos choix vont aussi dépendre des cartes que les adversaires vont avoir, et des fois ils vont peut-être même lire dans notre jeu. C'est un jeu qui demande quand même pas mal de réflexion, beaucoup de programmation, et c'est pour ça que je le mettrai quand même dans la catégorie initiée, ou en tout cas familial plus. Concernant le gameplay, la façon de jouer, je trouve que c'est super fluide, ça devient automatique. Le fait que toute la pictographie nous indique un petit peu ce qu'on devrait faire, c'est quand même super facile à jouer. Le fait de pouvoir sélectionner une carte selon une des deux actions qu'il y aurait, je trouve ça juste génial, et ça nous incite parfois à patienter, et parfois à tort, hein, parce que les autres vont défausser ou utiliser des cartes qui nous feraient défaut pour utiliser une capacité dans sa pleine fonction, et donc ça nous retarderait un petit peu dans notre façon de jouer, dans notre programmation. Et c'est là aussi qu'intervient l'action par défaut, avec l'utilisation, rappelez-vous, des temples sur le côté, qui nous permettrait, je vous le rappelle, de défausser des cartes, et donc de rebâtir et de refaire notre main aussi, tout en gagnant quand même quelques petits bonus de déplacement, de gagner de l'eau, ou de défausser des jetons de pollution, voire de créer de la forêt, ou de déplacer nos voltigeurs. Et donc cette action par défaut, elle a tout son sens ici. Même si, je vous l'avoue, hein, connaissant un petit peu le jeu, des fois face à des gens qui connaissent pas forcément le jeu, ben, c'est pas forcément une action par défaut, et c'est une action qui pourrait être vachement intéressante pour essayer d'avancer dans son jeu. Donc voilà, cette interaction directe mais aussi indirecte, je la trouve super jouissive en tout cas à dire, et tout va vite. La seule chose qui est un peu difficile en tout cas, et on a besoin d'y revenir par rapport aux joueurs qui ne connaîtraient pas le jeu, en tout cas qu'ils découvrent pour la première fois, c'est le fait d'utiliser justement les temples, de les positionner sur nos tuiles forêt. Eh bien ça, c'est pas intuitif d'une certaine façon, où on aurait envie de le faire immédiatement. Eh non, il va falloir attendre. D'abord, tu places tes voltigeurs et t'attends un tour de table, et ensuite, tu pourras construire ton village. Et encore, est-ce qu'il faudra vraiment construire le village immédiatement, ou attendre un petit peu que on ait réussi à positionner des tuiles fourrées à côté pour que quand on va retourner la tuile, eh bien rappelez-vous, hein, on devrait mettre, sauf exception, des jetons de pollution, mais qui là, ça ne serait pas le cas vu qu'il y aurait déjà une tuile dessus. Voilà, est-ce que j'attends? Est-ce que je me précipite? Sachant que si je construis un temple, eh bien je vais pouvoir récupérer un bonus immédiat avec les cartes village, ou un objectif de fin de partie qui pourrait m'intéresser, et je vois que les autres joueurs essayent de faire des choses, des placements de temples, des placements de village, ou des placements même de tuiles qui pourraient les intéresser vis-à-vis d'un objectif bien donné. Je pourrais leur piquer sous le nez. Voilà, l'interaction indirecte, elle est aussi là, et je trouve qu'au niveau du gameplay, encore une fois, ça fonctionne très très bien. Les illustrations, je pense que vous aurez reconnu la patte graphique, en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du jeu de société, c'est Vincent Dutré qui est derrière tout ça. J'ai pas été forcément attiré au premier coup d'œil, c'est vachement flashy, je trouve. Le rouge est très rouge, le vert est très vert, etc. Ça pète aux yeux. Moi, c'était pas forcément ma tasse de thé, et puis en fait, quand on y joue, ça passe tellement bien. Et parfois, juste en patientant le tour, que ça revienne à notre tour, le temps que les autres jouent, eh bien on se retrouve, hein, je vous le dis, à regarder les illustrations qui sont quand même super jolies, magnifiques pour certaines. Et donc c'est là aussi la patte des grands jeux, je pense, avec des illustrations magnifiques. Et on le sait, Monsieur Dutré, quand il est derrière, c'est souvent très très bon. Donc au niveau des illustrations, j'ai rien à dire. Au niveau de la pictographie, de l'iconographie, ça c'est quand même super chouette dans ce jeu. Il n'y a aucune lecture surajoutée. Il n'y a rien sur les plateaux, à part quelques chiffres, sinon il n'y a que de l'iconographie, que de la pictographie. Et même sur les cartes, une fois que vous aurez compris où le jeu veut nous amener, les petits logos, voilà, où le jeu veut, les interactions que ça nous demande, etc., eh bien ça reste super fluide, super bien fait, et c'est en ça aussi que j'adore ce jeu, et que tous les gens à qui on peut le présenter l'adorent tout autant que nous. Est-ce que ça se joue bien à deux? Oui, ça se joue très très bien à deux, comme je vous le disais en début de cette vidéo. Quand on devra faire affaire à une comparaison vis-à-vis de deux adversaires, vis-à-vis de certaines cartes, et bien cette fois-ci on se comparera avec notre adversaire unique, hein, et aussi avec la rivière de cartes en face de nous qu'on a mis pendant la mise en place et qui va se renouveler au fur et à mesure de la partie. Donc au niveau de la façon de jouer, c'est strictement la même chose. Il y aura moins d'interactions indirectes, il y aura moins de jeux à checker, à regarder, à zioter pour savoir qu'est-ce que je pourrais lui piquer pour éviter qu'il marque des points supplémentaires. Mais sinon, en termes de gameplay, c'est
tout bon même à 2. Au niveau de la rejouabilité, je pense que vous avez compris, c'est extrêmement rejouable, même quand on prend un même personnage, mais il y a 5 personnages au total. Ces 5 personnages ont des façons différentes d'avoir les cartes guild. Les cartes guild, on peut en avoir que 2 sur 4 pendant la partie, donc là aussi, il y a même de la rejouabilité dans notre même personnage. La façon d'utiliser les temples, la façon d'amener ces cartes guild, la façon même de l'objectif de départ qu'on va avoir de toute façon. La rejouabilité, elle est vraiment là. Chacune des parties retrouve les mêmes sensations de jeu, mais les objectifs et la façon d'amener du scoring, c'est jamais la même. Donc, de ce point de vue-là, il n'y aura pas de lassitude. Je pense que vous pouvez y jouer encore et encore. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un de mes jeux coup de cœur, les Tribus du Vent, et d'ailleurs il fera, voilà, pour ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin, il fait partie de mon top 10 des jeux de cette année. Oui, ça va arriver très prochainement pour les fêtes de fin d'année, je vais vous proposer tous les tops des jeux de cartes, les jeux à 2, les jeux enfants bien sûr, mais aussi mon top 10 de mes jeux favoris de cette année 2022, avec des choses que j'ai publiées ici sur la chaîne, mais aussi des choses que j'ai pas publiées, hein. Et donc restez à l'affût, ça arrive très bientôt, et n'hésitez pas à me savoir hein, si cette vidéo vous a plu, ça me fait toujours extrêmement plaisir et m'encourage à poursuivre cette aventure ludique. Les pouces, les commentaires, partagez, likez, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui est juste à mes côtés pour profiter des dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne. Et moi je vous dis à très vite les amis. Ciao les amis.